consacrée à l'épargne salariale après la loi Pacte. Nous allons débuter dans quelques instants. Je me présente, je suis Oscar Lopez, manager au sein de la direction ressources humaines de SVP. Pour des raisons de confort pour l'ensemble des participants, nous avons désactivé les micros. La webconférence durera environ 30 minutes, avec 20 minutes d'intervention, puis 10 minutes qui seront consacrées à répondre à vos questions. Vous pourrez poser vos questions par le biais du module Q et R à droite de votre menu. Dès à présent, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir le mode plein écran situé en bas à gauche. Une dernière information avant de commencer, vous pourrez télécharger le support de présentation lors de votre déconnexion à cette webconférence. Sans plus attendre, je passe la parole à nos expertes, Bénédicte Launay et Clarisse Laurin. Bonjour à tous. Merci Oscar, bonjour à tous. Alors la loi Pacte a été adoptée définitivement le 11 avril 2019 et promulguée le 22 mai 2019 après de nombreuses divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Les principaux objectifs de la loi sont de faire grandir les entreprises pour créer plus d'emplois et de redéfinir la place de l'entreprise dans la société afin de mieux associer les salariés. En matière d'épargne, il s'agit d'inciter les entreprises à mieux partager la valeur ajoutée avec leurs salariés en développant et en simplifiant l'accès au dispositif. La mise en place de l'intéressement, qui est d'ailleurs facultatif à la différence de la participation, est favorisée. Partons d'un constat. Aujourd'hui, un peu plus de la moitié des salariés du secteur marchand ont accès à un dispositif d'épargne salariale, mais il existe des fortes disparités, puisque seulement 16% des salariés des entreprises de moins de 50 sont couverts par un dispositif d'épargne. En matière d'intéressement, seuls 20% des salariés des entreprises de 50 à 99 et 35% des entreprises de 100 à 249 en sont bénéficiaires. L'objectif est donc de faire passer à 30% à l'horizon 2020 la part des entreprises de moins de 50 salariés ayant mis en place un accord d'épargne salariale. Alors, pour y parvenir, le législateur a souhaité tout d'abord rendre les dispositifs moins coûteux, donc notamment par la suppression du forfait social pour certaines entreprises. Alors, cette mesure initialement prévue par le projet de loi Pacte a déjà été mise en œuvre par la loi de financement de sécurité sociale pour 2019. Cette dernière prévoit une exonération du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés sur les sommes versées au titre de la participation et de l'abondement de l'employeur, et pour les entreprises de moins de 250 salariés sur les sommes issues de l'intéressement. Alors, autre objectif, rendre les dispositifs moins complexes. Donc, ça passe par éventuellement des accords de branche clés en main, en harmonisant certaines règles en matière de participation et d'intéressement, et en renforçant l'obligation d'information des épargnants en matière de PE. Alors, afin d'appréhender au mieux les changements et de sécuriser vos dispositifs actuels, dans cette webconférence, nous allons dans un premier temps revenir sur les mesures communes qui intéressent les dispositifs d'épargne, avant de faire un focus plus particulier sur les dispositifs suivants, donc à savoir la participation, l'intéressement, le PE, le PERCO. Et vous constaterez donc à travers ces évolutions, le législateur souhaite réellement inciter les entreprises à avoir recours à des dispositifs d'épargne. Les principales mesures concernent les modifications en matière d'effectifs et la mise en place d'accords clés en main. Concernant les modifications en matière d'effectifs, nous n'entrerons pas dans le détail dans cette webconférence puisqu'il manque à ce jour un décret sur la question. Néanmoins, 2 points sont à retenir. Le premier, l'effectif est calculé selon les règles prévues en matière de sécurité sociale. C'est-à-dire que l'effectif est apprécié au 31 décembre de l'année N-1 en fonction de la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année N-1. Et une fois l'effectif atteint, les entreprises bénéficient d'un gel de 5 ans. Alors, concernant les accords clés en main, le gouvernement a décidé de retenter l'appel aux branches. Est prévue une obligation de négocier et de conclure au niveau des branches au plus tard le 31 décembre 2020 des accords types adaptés aux entreprises employant moins de 50 salariés. Donc il s'agit de permettre aux entreprises de la branche, si elles le souhaitent, d'appliquer directement l'accord négocié. À défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019,
la négociation devra s'engager dans les 15 jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative dans la branche. Donc concrètement, l'idée du législateur est d'avoir recours à des outils suffisamment simples pour encourager les entreprises à avoir recours aux dispositifs d'épargne. Cela suppose évidemment que les entreprises jouent le jeu. Les branches, pardon. Alors venons-en désormais aux changements apportés par la loi au sein de chaque dispositif d'épargne et nous allons commencer par la participation. Les principaux changements intervenus en matière de participation sont les suivants. Une modification des règles de franchissement de seuil, une réduction du plafond de la répartition de la réserve en fonction du salaire et la fin des comptes courants bloqués. Pour rappel, alors aujourd'hui, la participation, elle est obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 derniers exercices. Et suite à la refonte des règles de franchissement de seuil, l'obligation de mise en place d'un accord de participation est adaptée. Désormais, l'effectif est apprécié selon les règles prévues en matière de sécurité sociale et l'obligation de mise en place s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de 5 années civiles consécutives, au cours desquelles le seuil de 50 salariés a été atteint ou dépassé. Voici un exemple. Alors, une entreprise dont l'exercice est calé sur l'année civile atteint le seuil de 50 salariés au titre de l'année 2021. Son effectif reste stable pendant les 4 années suivantes. Elle doit donc se doter d'un accord de participation pour l'exercice 2026. Alors la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle règle de franchissement de seuil, elle pose question. Selon la loi, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2019. Or, les textes sur la participation renvoient à l'article L130-1 du Code de la Sécurité sociale pour l'appréciation de l'effectif. Et cet article n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2020. Alors il s'agit certainement d'une coquille liée à la durée de l'adoption de la loi. La loi aurait dû être adoptée avant la fin 2018 et le législateur n'a pas actualisé les dispositions relatives à l'épargne salariale. Alors, second changement de la loi concerne le plafond de la répartition de la réserve. Donc la loi ne modifie en rien les critères de répartition de la réserve de participation. Elle peut toujours être répartie de façon uniforme, proportionnellement au salaire perçu ou à la durée de présence. Et ces critères peuvent d'ailleurs être combinés. Lorsque la participation est répartie proportionnellement au salaire, ce dernier est retenu dans la limite d'un plafond. Afin de favoriser une répartition plus équitable entre les salariés, ce plafond est réduit et passe de 4 à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 121 572 € en 2019. Alors, pour info, au plus tard, 3 ans après la publication de la loi, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les effets économiques de cette réduction du plafond et sur l'opportunité d'une nouvelle réduction à 2 fois le montant du plafond. Alors, troisième changement et pas des moindres, la fin des comptes courants bloqués au profit des plans d'épargne salariale. Aujourd'hui, les accords de participation peuvent prévoir l'affectation de la participation soit à un plan d'épargne salariale, soit combinée pour partie entre compte courant bloqué et plan d'épargne. La loi supprime cette possibilité. L'accord de participation ne peut plus prévoir d'affecter une partie des sommes constituant la réserve de participation à des comptes courants bloqués, sauf dans les SCOP et dans les entreprises soumises au régime d'autorité. Les entreprises qui pratiquent l'affectation à des comptes courants bloqués au jour de la publication de la loi peuvent quand même continuer à le faire. Alors nous allons maintenant aborder les changements concernant l'intéressement. Alors rappelons que son développement est une des volontés principales du gouvernement. Pour preuve, la reconduction de la prime Macron est prévue dans le projet de loi de financement de sécurité sociale, alors sous réserve justement qu'un accord d'intéressement soit négocié. Les nouveautés suivantes ont donc vocation à inciter les entreprises à y recourir. Tout d'abord, la hausse du plafond de la prime d'intéressement et la redistribution du reliquat, le renforcement de la sécurisation des accords, l'intéressement de projets internes à l'entreprise et les objectifs pluriannuels de performance. Alors commençons par la hausse du plafond. En matière d'intéressement, 2 plafonds limitent les sommes que l'entreprise peut distribuer. Alors tout d'abord, on a un plafond global des primes d'intéressement qui ne doit pas dépasser 20% du total des rémunérations versées aux salariés et un plafond individuel qui limite le montant de la prime d'intéressement distribuée à un même bénéficiaire. Alors jusqu'à présent, ce montant ne pouvait excéder la moitié du PAS, 20 262 €. Alors afin d'aligner sur les règles applicables en matière de participation, le plafond individuel est porté aux 3/4 du PAS. Et le plafond à retenir,
celui en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Concrètement, ça signifie qu'un employeur pourra verser en 2020 la somme maximale de 30 393 € à un salarié au titre de l'exercice 2019. Passons maintenant à la redistribution du reliquat. Avant la loi, à la différence de la participation, lorsque le plafond individuel de l'intéressement était atteint par un salarié, il n'était pas possible de redistribuer le reliquat entre les autres bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond. C'est désormais possible, alors à condition d'être prévu dans l'accord. La répartition des sommes restantes s'effectue selon les mêmes modalités que la répartition initiale. Comme en matière de participation, à notre sens, si des sommes subsistent encore après cette deuxième répartition, l'employeur procédera à une nouvelle répartition entre tous les salariés n'ayant pas atteint le plafond, et ce, jusqu'à disparition du reliquat. Par contre, à la différence de la participation, il n'est pas prévu la répartition du reliquat au cours des exercices suivants. Alors, autre point important de la réforme, le renforcement de la sécurisation des accords. Aujourd'hui, à compter du dépôt de l'accord d'intéressement, la Directe dispose d'un délai de 4 mois pour demander, après consultation de l'URSSAF, le retrait ou la modification des dispositions illégales. À défaut, aucune contestation ultérieure de la conformité de l'accord ne peut remettre en cause les exonérations sociales au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation, mais l'entreprise doit se mettre en conformité pour les exercices postérieurs. Avec la loi, un délai de 2 mois supplémentaires est introduit. La Directe pourra formuler des demandes de modification des clauses contraires à la loi jusqu'à la fin du 6e mois, suivant le dépôt. Passé ce délai, les exonérations sociales sont cette fois réputées acquises pour toute la durée de l'accord. Alors, cette sécurisation ne devrait concerner que les accords déposés après la publication de la loi. Un autre point important de la réforme concerne l'intéressement de projets internes à l'entreprise. Avant la loi, il était possible de mettre en place un intéressement de projet entre plusieurs entreprises liées par une activité caractérisée et coordonnée et disposant chacune d'un accord d'intéressement. La loi permet maintenant la mise en place d'un intéressement de projet interne à une entreprise, définissant un objectif commun à tout ou partie de ses salariés. Alors l'entreprise doit disposer par ailleurs d'un accord d'intéressement couvrant l'ensemble des salariés. À titre d'exemple, une entreprise peut mettre en place un accord d'intéressement à l'occasion de la refonte du système informatique impliquant le concours de plusieurs services. Passons maintenant, pour terminer sur l'intéressement, à la mise en place des objectifs pluriannuels de performance. En principe, la formule de calcul de l'intéressement est liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période inférieure au moins égale à 3 mois, 3, 4 ou 6 mois. Il est maintenant possible de compléter cette formule par un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Alors, passons désormais au plan d'épargne salariale, le PEE et le PERCO. Ils permettent aux salariés de se constituer une épargne avec le concours de l'entreprise. Nous allons commencer par un focus sur les 3 principales nouveautés en matière de PEE, une meilleure information des bénéficiaires, une possibilité de versement unilatéral de l'employeur, et un nouveau cas de déblocage anticipé. Alors actuellement, le règlement du PEE doit déterminer les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. L'information doit porter sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque. Elle comporte notamment la fourniture des documents d'information clés pour l'investisseur, le DICI. Pour mieux aider les bénéficiaires dans le choix de placement, le règlement du plan devra aussi prévoir les conditions de mise en œuvre d'une aide à la décision. Alors cette aide, elle doit être à la charge des organismes gestionnaires et non des employeurs. Un relevé annuel de situation devra également être fourni par l'organisme teneur de compte à tout bénéficiaire du PEE. Alors ce relevé comportera le choix d'affectation de l'épargne du bénéficiaire, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimées au 31 décembre de l'année précédente. Et cette nouvelle obligation, elle entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Il est prévu que le relevé doit être remis aux bénéficiaires dans les 3 mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Il faudra donc remettre au plus tard le 31 mars 2020 les relevés de situation de l'épargne se rapportant à l'année 2019. Autre nouveauté de la loi Pacte, permettre à l'entreprise d'effectuer des versements sur le PEE sans contribution du salarié. Jusqu'à présent, donc l'employeur pouvait uniquement compléter les versements du salarié, c'est le mécanisme de l'abondement.
2 versements unilatéraux sont créés. Le premier dispositif est destiné à favoriser l'actionnariat salarié. Il offre la possibilité à l'employeur d'alimenter le PEE pour l'acquisition de titres émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes. Ce versement unilatéral doit être prévu par le règlement du plan et être attribué de manière uniforme à l'ensemble des adhérents répondant aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues. Les sommes versées dans ce cadre sont bloquées pendant 5 ans. Elles bénéficient du même régime social que l'abondement de l'employeur. Ce versement unilatéral est soumis à un plafond, donc il ne peut pas excéder 2% du plafond annuel de la sécurité sociale et doit être pris en compte pour apprécier le plafond d'abondement prévu par le règlement du plan et le plafond général d'abondement de l'employeur de 8% du PAS. Second dispositif permet à un ou plusieurs actionnaires qui cèdent tout ou partie de leurs titres de distribuer une partie des plus-values aux salariés dans le cadre d'un contrat de partage de plus-value. Ces sommes distribuées viendront alimenter le PEE et bénéficieront du même régime social que l'abondement de l'employeur dans la limite de 30% du PAS. Elles ne seront quant à elles pas prises en compte pour le calcul du plafond général d'abondement sur le PEE. Autre changement en matière de PEE, avec la création d'un nouveau cas de déblocage anticipé. Donc, pour rappel, les avoirs du PEE sont en principe indisponibles pendant une durée minimum de 5 ans à compter de l'acquisition des titres, mais des cas de déblocage anticipé sont prévus. Aujourd'hui, pour les sociétés par action, il est notamment permis la liquidation des avoirs acquis pour lever des stock options. La loi Pacte autorise maintenant la liquidation anticipée des avoirs du plan afin d'acheter des parts sociales de l'entreprise pour les autres sociétés disposant d'un capital en parts sociales. Alors nous allons désormais aborder un autre plan, le PERCO. La loi Pacte réforme en profondeur l'épargne retraite, puisque le PERCO a vocation à disparaître, absorbé par le nouveau plan d'épargne retraite, le PER, et une autre webconférence sera consacrée à l'étude de cette réforme. Pour autant, la loi contient vraiment des mesures relatives au PERCO actuel, à savoir qu'un PERCO peut être mis en place même en l'absence de PEE, la limitation des frais de gestion pour les salariés ayant quitté l'entreprise et des modifications pour l'application du taux réduit de forfait social dans le PERCO+. Commençons par le lien entre PERCO et PEE. Avant la loi, la mise en place du PERCO n'était possible que si l'entreprise disposait également d'un PEE ou d'un PEI. Afin de faciliter la mise en place du PERCO, cette condition est supprimée. Concernant les frais de gestion pour les salariés ayant quitté l'entreprise, alors lorsqu'il quitte l'entreprise, un ancien salarié peut continuer d'effectuer des versements sur le PERCO, mais dans ce cas, les frais de gestion sont à sa charge. Et le montant de ces frais pouvant être élevé, la loi pose le principe d'un plafonnement à 20 € par an. Toutefois, si les sommes et valeurs inscrites au compte sont d'un montant inférieur à 400 €, ces frais ne peuvent excéder 5% de ces sommes et valeurs. Voyons désormais les nouveautés concernant le régime social du PERCO. Donc en principe, le taux du forfait social est fixé à 20%. Ce taux peut être réduit à 16% pour les employeurs dont le PERCO propose une gestion pilotée par défaut du plan, c'est-à-dire une réduction progressive des risques financiers en fonction de l'horizon d'investissement, et dont le portefeuille de parts détenues comporte au moins 7% de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en action destiné au financement des PEA-PME. C'est ce qu'on appelle le PERCO+. La loi augmente à compter du 1er octobre 2019 le pourcentage des titres, qui passe de 7 à 10%, mais institue une période transitoire. Pendant 3 ans, soit jusqu'au 1er octobre 2022, le taux du forfait social à 16% sera maintenu, y compris si un pourcentage de titres éligibles est de 7%. Merci Clarisse et Bénédicte. Nous allons maintenant consacrer une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Alors nous avons de nombreuses questions qui nous ont été posées au cours de cette webconférence. Commençons par une première question d'ordre général. Y a-t-il des modifications relatives à la mise en place des accords de participation et d'intéressement? Non, pour rappel, ces accords ils peuvent toujours être mis en place selon les modalités classiques, donc dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise, d'un accord de branche, entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives au sein du CSE.
Oui, ou alors par référendum à la majorité des 2/3. Voilà. Et d'ailleurs, on en profite pour vous rappeler que le gouvernement a diffusé des modèles d'accords qui sont à jour de la loi Pacte, et très bien fait. Une autre question concernant les dirigeants des petites et moyennes entreprises. Ces dirigeants peuvent-ils toujours bénéficier de l'épargne salariale? Oui, toujours. Je dirais qu'au niveau de l'effectif, la seule chose qui a changé, c'est que maintenant on parle des entreprises d'au moins 1 et d'au plus de 150 salariés, alors qu'avant on parlait des employeurs de moins de 250 salariés. Et ensuite, pour l'appréciation du 1 salarié, on n'a pas l'effet de seuil, les règles de franchissement de seuil qui s'appliquent, elles ont été écartées. Donc on n'a pas à attendre un délai de 5 ans pour pouvoir en faire bénéficier les dirigeants. Alors, nous avons une question concernant l'obligation de mise en place d'un accord de participation. Suis-je obligé de mettre en place un accord de participation si mon entreprise a atteint l'effectif de 50 salariés pendant 4 ans, mais que l'année d'après, mon effectif redescend à moins de 50 salariés? Alors non, comme on l'a précisé tout à l'heure, la mise en place de la participation, elle est obligatoire si la condition d'effectif, elle est remplie pendant 5 années consécutives. Donc si l'effectif redescend, on repart à 0 et il faut attendre une nouvelle période de 5 années consécutives. Toujours une question en matière de participation. Le renforcement de la sécurisation des accords est-il également mis en place? Alors non, seuls les accords d'intéressement sont concernés par le renforcement de la sécurisation. Aujourd'hui, en matière de participation, en l'absence de demande de l'administration dans un délai de 4 mois, les exonérations sociales accordées au titre des exercices antérieurs ou en cours ne peuvent plus être mises en cause, mais par contre l'entreprise doit se mettre en conformité pour l'avenir. Alors, nous avons une question très pratico-pratique. Si mon entreprise est en exercice décalé, par exemple avril 2018, mars 2019, mais que je verse mon intéressement après la publication de la loi, est-ce que je peux bien, après le 24 mai, appliquer le plafond relevé aux 3/4 du PAS? Oui, on peut supposer qu'on pourra appliquer ce plafond relevé puisque la mesure est entrée en vigueur à défaut de précision, contraire dans la loi au lendemain de sa publication. Mais bon, il est vrai que des précisions de l'administration seraient les bienvenues. Une question maintenant sur le PERCO. Peut-on toujours mettre en place un PERCO aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'une grande réforme de l'épargne a débuté avec la loi Pacte et le PERCO a vocation à se substituer donc au PER. Alors un PERCO ne peut plus être mis en place à compter du 1er octobre 2020. Donc aujourd'hui un PERCO peut toujours accueillir des nouveaux bénéficiaires. Alors une question sur la prime Macron. Vous avez tout à l'heure évoqué la prolongation de la prime Macron en lien avec l'intéressement. Qu'en est-il? Alors c'est vrai que dans le projet de loi de financement de sécurité sociale, la prime Macron, elle est prévue et le bénéfice des exonérations de cotisation, il est d'ailleurs conditionné à l'existence d'un accord au moment du versement de la prime. Donc en principe, la durée de l'accord est d'ailleurs de 3 ans et à titre exceptionnel, il pourra être d'1 année et conclu durant le premier semestre 2020. Alors une question qui nous est posée relativement à ce nouveau dispositif concernant l'intéressement de projet. En cas de mise en place de l'intéressement de projet, comment apprécier le plafond individuel? Pour apprécier le plafond individuel, on fera masse de l'ensemble des sommes distribuées au titre de l'intéressement, plus intéressement de projet si le salarié en est bénéficiaire. Alors une dernière question, y a-t-il d'autres réformes prévues à court terme concernant l'épargne salariale? Et oui, d'autres réformes sont déjà envisagées. Le gouvernement a demandé à des acteurs de la société civile de réfléchir à des points d'amélioration sur les dispositifs existants, et notamment sur la possibilité de mettre en place l'intéressement de façon unilatérale. Oui, et puis de pouvoir négocier aussi des accords sur une durée d'1 an. C'est ça. Eh bien, merci à toutes les deux. Le temps imparti à cette webconférence est terminé. Je vous remercie pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous loguer sur votre espace client dans la rubrique SVP Eco
ou à contacter directement l'un de nos experts. Si vous n'êtes pas client, vous pouvez poser votre première question qui est offerte sur le site www.svp.com. Bonne journée à tous et à très bientôt.